théorie portant sur l'univers vivant. Alors, on va voir le volet portant sur l'écologie dans un premier temps. Alors, l'écologie, c'est la science tout simplement qui étudie les relations entre les organismes vivants et les interactions entre ceux-ci et leur milieu. Alors, on va voir dans un premier temps l'étude des populations. Alors, de quelle façon on va calculer la taille d'une population et sa densité. Alors, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir aussi comment sont distribuées les différentes populations. Lorsqu'on parle de population, par exemple, on peut parler d'une population de pissenlits. Lorsqu'on parle de taille d'une population, ça peut être la taille des cerfs de Virginie. On peut parler de la taille aussi des pissenlits. Alors, la distribution des pissenlits, des cerfs de Virginie, la densité aussi. Donc, pour un territoire qui est donné, ainsi que leur évolution dans le temps. Alors, voyons ce que c'est une population. C'est l'ensemble des individus d'une même espèce occupant un territoire donné. Donc, l'exemple que je donnais tantôt, les pissenlits ou bien les cerfs de Virginie. Une population est caractérisée par sa taille. On va apprendre à calculer sa taille, sa densité, sa distribution sur le territoire et aussi sa croissance. Ce sont les caractéristiques qui caractérisent une population. La taille d'une population, elle correspond tout simplement au nombre total d'individus qu'on retrouve dans cette population. Alors, voyons une méthode pour connaître la taille d'une population, une première méthode, la méthode la plus simple, qui est par comptage direct. On peut dire aussi que c'est le recensement. Donc, lorsqu'on a un petit nombre d'individus, donc il faut avoir une population dans laquelle on retrouve un petit nombre d'individus. Exemple, ici, mon troupeau d'éléphants, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, bon, environ 25 individus, donc 25 éléphants. Alors, ça peut facilement se compter à vol d'hélicoptère, par exemple. Donc, on n'a pas besoin de se compliquer la vie, simplement de faire le recensement de ces individus-là, de cette population. Même chose pour une meute de loups. Donc ici, on en dénombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ensuite 8, ensuite 9, 10, environ une dizaine. Donc, même chose, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Alors, voyons maintenant une autre méthode pour calculer la taille d'une population. Alors, c'est la méthode par échantillonnage ou on peut dire aussi par parcelle. Donc, il suffit tout simplement de connaître le nombre moyen d'individus dans une parcelle. Lorsqu'on a une grande superficie, par exemple, donc il suffit de connaître pour une petite parcelle la quantité d'individus que nous retrouvons et par la suite, on fait une comparaison avec la surface totale. Alors, vous avez une formule ici, mais cette formule ne sera pas donnée dans l'examen. Mais on peut toujours se débrouiller avec une règle, avec la loi des proportions, en fait, donc avec une règle de 3, un produit croisé. Vous pouvez apprendre la formule par cœur. Alors, la taille de la population, ça va être égal au nombre moyen d'individus par parcelle. Donc, ça veut dire le nombre moyen, lorsqu'on détermine une parcelle, multiplié par la superficie totale du territoire. Donc, supposons que ça, c'est ma superficie totale. Et voilà. Diviser le tout par la superficie de la parcelle que nous retrouvons ici. Alors, on va faire un exemple, tout simplement, et c'est le nombre moyen qu'on retrouve par parcelle, le nombre moyen d'individus, par exemple ici, le nombre moyen de pissenlits qu'on retrouve dans une petite parcelle, la surface de la parcelle et par la suite la taille de la superficie au total. Donc, ça va nous donner, par comparaison,
la valeur, la quantité de pissenlit que nous avons. Alors, nous avons un exemple. Sur un terrain de 16 mètres carrés, on dénombre en moyenne 6 fleurs dans 2 parcelles. C'est qu'on a regardé, on va retourner ici. Supposons que la surface ici, la plus grande, c'est une surface qui correspond à 16 mètres carrés. Et on a pris 2 parcelles et dans chacune d'elles, on retrouvait 6 individus. Donc, c'est la moyenne. Donc, si on fait une moyenne avec 6 plus 6 divisé par 2, donc ça donne 6. Alors, nous retrouvons dans la parcelle qui a 1 mètre carré, donc dans chaque parcelle de 1 mètre carré, nous retrouvons 6 individus. Alors, la question qu'on se pose, combien y a-t-il de pissenlits dans la grande superficie de 16 mètres carrés? Vous pouvez utiliser, comme je le mentionnais tantôt, la formule ou bien tout simplement faire une règle de 3. Donc, on connaît qu'il y a dans, dans une parcelle, alors il y a 6 individus, donc 6 fleurs, 6 pissenlits par exemple, et chaque parcelle a une surface de 1 mètre carré. Donc, lorsqu'on fait notre produit croisé, on va placer les mètres carrés avec les mètres carrés. Donc, dans 16 mètres carrés, quelle sera la quantité de fleurs, donc la taille de cette population-là? Si on effectue, pour calculer la taille, notre calcul, nous allons retrouver 6 fleurs multiplié par 16 mètres carrés, le tout divisé par 1 mètre carré. Les mètres carrés se simplifient. Il va nous rester comme spécimen 96 pissenlits. Donc, c'est la quantité que nous retrouvons. Donc, c'est la taille de cette population qu'on retrouve dans cette superficie qui est de 16 mètres carrés. Donc, je voulais mettre pissenlit, et voilà. Donc, pissenlit, c'est ce qu'on retrouve. Par la suite, un autre exemple ici, avec des animaux, en fait le cerf de Virginie. Nous allons calculer sa taille. Alors, ce qu'on nous donne comme situation, c'est que les parcelles, hein, c'est des parcelles, donc on va procéder par cette méthode, donc par échantillonnage ou par parcelle. Alors, chaque parcelle, nous avons compté une moyenne de 168 individus, donc cerfs de Virginie. Mais la superficie totale, elle est très grande, elle est de 7900 km² et on nous demande la taille de la population. Alors, nous retrouvons dans une parcelle 168 cerfs de Virginie. Cette parcelle-là a une superficie de 8 km². Alors, les kilomètres carrés avec les kilomètres carrés, nous allons donc avoir dans 7900 km² un certain nombre de cerfs de Virginie, mais c'est la population pour laquelle on veut calculer la taille. Alors, nous procédons, nous faisons notre calcul. Nous allons avoir nos 168 cerfs. Encore une fois, vous pouvez apprendre par cœur la formule et l'appliquer telle quelle, ou bien tout simplement aller avec la logique, faire la petite règle de 3 ici. Donc, les kilomètres se simplifient avec les kilomètres. Nous allons retrouver une population quand même assez grande qui va correspondre à 165 900 cerfs de Virginie. Alors, nous venons de voir une méthode pour calculer la taille. Voyons une autre méthode. Alors, c'est la méthode qui est capture-recapture. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner pour la méthode qui est comptage direct pour recensement, on l'a mentionné tantôt. C'est lorsqu'on a des populations peu nombreuses. Mais j'ai oublié de le mentionner pour l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est pour de très grands territoires qui comptent un très grand nombre d'individus. Alors, c'est surtout dans ces cas-là où on va utiliser cette méthode. Maintenant, la méthode de capture-recapture, c'est pour les espèces qui se déplacent beaucoup. Alors, encore une fois, voici
La formule, alors nous avons besoin de connaître le nombre d'individus qui ont été marqués, ils peuvent avoir été marqués par une bague à la patte, une bague à l'oreille. On peut les avoir marqués aussi avec de la peinture. Donc, multiplié par le nombre d'individus capturés, ben, à la deuxième capture, pardon, divisé par le nombre d'individus marqués, recapturés. Alors, nous allons, bien entendu, le nombre d'individus marqués ici, c'était pour la première capture, bien entendu, multiplié par le nombre total d'individus capturés à la deuxième capture, divisé par le nombre d'individus marqués, recapturés. Donc, ceux qui ont été à la deuxième capture marqués. Alors, rien de mieux qu'un exemple. Vous avez le 21 octobre capturé des poissons et vous les avez marqués. Donc, ça peut être avec une bague à la nageoire, par exemple. Plus tard, un petit peu plus tard, donc on sait que les poissons, ça se déplace par banc de poissons. Donc, souvent, ils vont se promener. La répartition va être, on va le voir tantôt, c'est une répartition par agrégat. Donc, on va avoir des bancs de poissons. Donc, ça se déplace. C'est dans l'eau. Donc, c'est difficile d'aller faire un recensement. Alors, on va faire une capture, une première capture. Et cette première capture-là, nous allons avoir 100 poissons que nous allons marquer. Un petit peu plus tard, le 31 octobre, on retourne au même endroit. On capture 60 poissons. Alors ça, c'est la deuxième capture et on remarque que de ces 60 poissons-là, il y en a 40 qui sont marqués. Au début, dans la première capture, nous en avions marqué 100. Donc, dans la deuxième capture, nous avons capturé 60 poissons, mais de ces 60, nous avons 40 poissons qui sont marqués. Alors, on nous posera une question de déterminer la taille de cette population. Alors, vous pouvez procéder avec la formule qu'on a vue tantôt, ou bien tout simplement faire une règle de 3. Alors, si on utilise la règle de 3, c'est encore de la logique, tout simplement. C'est qu'au début, dans le lac, supposons que c'est un lac, nous avons dans la première capture capturé 100 poissons et nous les avons marqués. Mais ces poissons étaient pris dans l'ensemble du lac. Ça, c'est notre première capture. Donc, nous avons 100 poissons marqués. Ça, c'est dans la première, ça, c'est la première capture. Donc, on va y aller avec une règle de 3 tout simplement. Donc, ça, c'est la première capture. Mais la première capture, ces 100 poissons-là que nous avons marqués et retournés à l'eau, ils étaient dans le lac, par exemple. Alors, ils étaient parmi tous les poissons, donc ça va déterminer la taille lorsqu'on va faire notre règle de 3. Donc, les 100 poissons marqués dans la première capture, on les associe à la taille qu'on veut mesurer. Dans la deuxième capture, donc, nous avons recueilli une taille de poissons qui était de 60. Donc, ici, c'est des poissons, tout simplement. Mais parmi ces 60 poissons, il y en avait 40. Donc, on place les poissons marqués un en dessous de l'autre et tout simplement les poissons de l'autre côté. Alors, nous avons établi notre règle nos lois des proportions, en fait. Donc, si nous avons 40 poissons marqués parmi 60, alors, au début, dans la première capture, ici c'était la deuxième, hein. Donc, au début, dans la première capture, nous avions 100 marqués dans toute la taille, dans toute la population. Donc, il nous suffit tout simplement de faire le calcul. Alors, 100 poissons sont marqués, hein, qui sont marqués dans la première capture. Je vais marquer ça de cette façon-là. Multiplié par 60 poissons, le tout divisé par 40 poissons marqués dans la deuxième capture. Alors, il suffit tout simplement de faire le calcul et nous aurons une taille pour cette population qui va correspondre à 150 poissons. Et voilà.
Un autre exemple avec les ratons laveurs. Alors, nous avons capturé 150 ratons et nous les avons marqués. Alors, ça, c'est la première capture, si vous voulez utiliser la formule. C'est la première capture. Nous les avons marqués. Alors, même chose que tantôt, les 150 ratons qui ont été capturés dans la première capture, ils ont été marqués. Donc, ça, c'est la première capture. Mais eux ont été pris dans l'ensemble de la population et c'est ce qu'on cherche. Alors, on revient plus tard, on recapture 100 ratons, 180 ratons. Il y en a 100 qui sont marqués. Alors, on va placer les ratons marqués en dessous, respectivement. Donc, nous avons dans la deuxième capture, ça c'est la deuxième, nous avons 100 ratons marqués parmi les 180 ratons. Alors, lorsque nous allons faire le calcul, ça va nous donner le nombre de ratons. Alors, ce qui va correspondre à 150 ratons marqués fois 180 divisé par 100, vous aurez une taille qui correspond à 270 ratons. Alors, c'est la méthode capture-recapture. Voyons maintenant la méthode, on va la voir rapidement. La méthode qu'on appelle comptage indirect. Ça, c'est lorsqu'on a des individus, donc des populations qui vivent dans des terriers, par exemple. Ça peut être des oiseaux qui font des nids. Et on multiplie tout simplement la façon de calculer la taille de la population, c'est qu'on estime la taille en recensant le nombre d'habitants, donc ça veut dire le nombre de nids, le nombre de terriers, etc. Et on multiplie par le nombre moyen d'individus par nid ou par terrier. Donc, supposons que nous avons 10 nids d'une certaine race d'oiseaux et que on a constaté qu'il y avait environ 6, donc la moyenne était environ de 6 oiseaux par nid. Donc, c'est ce que nous avons remarqué. Donc, on a regardé quelques nids, tout simplement. Alors, il suffit tout simplement de multiplier. Donc, 6 oiseaux, ça peut être des œufs et aussi, ben, on juge que des parents dans cette population-là. Donc, supposons que ça fait un total de 6 oiseaux pour les nids, chaque nid. Alors, nous aurons, à ce moment-là, euh, à multiplier le nombre d'habitats, donc qui est notre nid, par le nombre d'oiseaux par nid. Donc, nous allons retrouver à ce moment-là la taille de notre population d'oiseaux. Alors, cette taille sera égale, dans cet exemple, à 60 oiseaux au total. On procède maintenant, donc ça termine les méthodes pour compter la taille d'une population. Maintenant, allons calculer sa densité. Donc, on se rappelle des caractéristiques qu'on a vues au tout début. Hein? On avait dit qu'une population se caractérise par sa taille. Maintenant, sa densité. C'est tout simplement le nombre d'individus par unité d'air. Alors, ça peut être un nombre d'individus par kilomètre carré. Ça peut être un nombre d'individus par hectare. Donc, des hectares, c'est tout simplement une unité de surface, au même titre que des kilomètres carrés, par exemple. On note hectare, l'abréviation de hectare de cette manière. Alors, ça peut être aussi des individus par litre, donc lorsqu'on parle de volume. Là. Alors, voyons un exemple, la formule, dans un premier temps. Alors, la formule n'est pas donnée. Alors, il faut soit l'apprendre par cœur ou tout simplement, avec la logique, faire une loi ben, finalement, on n'a pas vraiment besoin de se compliquer la vie parce que c'est un nombre d'individus par unité de surface. Donc, lorsqu'on connaît le nombre d'individus de la population, il suffit de diviser par la surface. Alors, un exemple, ici, la taille des cerfs de Virginie.
Il se retrouve sur l'île d'Anticosti, qui a une surface de 7 900 km², et la taille, nous retrouvons 165 900 individus, ce qu'on a trouvé tantôt. Alors, on nous demande la densité. Alors, la densité, c'est le nombre d'individus que nous avons par unité de surface. Donc, nous allons aller chercher le nombre d'individus. Donc, ici, c'est des cerfs, divisé par la surface totale de ces individus-là. Donc, par le traitement des unités, on va voir qu'il va nous rester finalement des cerfs par kilomètre carré. Nous allons en dénombrer 21 cerfs de Virginie par kilomètre carré, tout simplement. Donc, voici la densité. Donc, à chaque kilomètre carré, en moyenne, on va retrouver 21 cerfs de Virginie. Un autre exemple, alors une population de 96 lapins qui occupe 2 hectares, donc l'abréviation d'hectare, on le rappelle, on demande quelle est la densité. Alors, la densité, nous avons besoin de connaître le nombre d'individus. Nous avons 96 lapins et la surface qu'ils occupent. Ils occupent une surface de 2 hectares. Alors, la densité sera donc donnée en lapins par hectare ici. Nous arrivons à 48 lapins par hectare, tout simplement. Maintenant, voyons de quoi est fonction la densité d'une population. Alors, la taille, ainsi que la taille aussi, bien entendu, et la densité d'une population, ça l'augmente en fonction du nombre de naissances et de l'immigration. Donc, ça veut dire les individus qui vont arriver dans le groupe. Donc, les nouveaux qui arrivent, les nouveaux arrivants. Donc, et elle diminue selon la mortalité et les migrations. Ça, c'est ceux qui vont partir, les migrations. Donc, ceux qui partent. L'immigration, c'est ceux qui arrivent. Les migrations, c'est ceux qui partent. Alors, la taille et la densité d'une population va augmenter avec les naissances et l'immigration, alors qu'elle va diminuer avec les mortalités ainsi que l'émigration. Ensuite, nous allons voir les modes de distribution d'une population. Dans la nature, de quelle manière la population va être distribuée dans un territoire donné. Alors, il y en a 3. Nous avons la distribution uniforme. Alors, les individus sont répartis de façon uniforme. Nous allons voir des exemples tantôt. Nous avons la distribution aléatoire. Donc, il n'y a pas vraiment un schéma ici constant qui est répété. Donc, nous avons des individus un petit peu isolés, ensuite un petit peu regroupés. On a un peu de tout. Nous avons la distribution par agrégat. Donc, lorsque nous avons des individus qui sont regroupés, mais par petits groupes. Allons voir la distribution uniforme dans un premier temps. La distribution uniforme, comme on l'a mentionné, on l'a vu ici avec le schéma, c'est celle-ci. Elle est plutôt rare dans la nature. Ça prend des endroits où il y a une forte compétition entre les individus. On n'a qu'à penser ici aux fous de bassin qu'on retrouve, qui sont distribués de façon uniforme. Nous pouvons penser aussi lors de la reproduction dans l'Antarctique des manchots. Alors, on peut voir une distribution qui est réellement uniforme. Une autre distribution qu'on a vue tantôt avec le schéma, c'est la distribution aléatoire. Donc ici, ça représente finalement les populations où il y a peu de compétition pour, par exemple, la nourriture. Donc, ça peut être pour les végétaux, ça peut être pour les animaux qu'il y a comme source de nourriture. Donc, on peut penser aussi aux végétaux, donc certaines espèces d'arbres ou les pissenlits. Donc, qu'il n'y a pas vraiment de compétition entre certaines espèces d'arbres ou certaines fleurs comme les pissenlits. Alors, la distribution, la troisième distribution, c'est la distribution en agrégat.
Alors, celle-ci, c'est présence, comme on l'a vu tantôt sur le schéma. On a des regroupements qui se font. Donc, c'est présence de quelques habitats favorables sur le territoire et nécessite- nécessité de vivre en famille ou en société. Pensons aux bancs de poissons qu'on a donné comme exemple et aussi les papillons monarques qui vont vivre en, en grande quantité, mais finalement des quantités qui sont regroupées en agrégat. Maintenant, parlons du cycle biologique. Ça correspond aux différents stades de vie des individus d'une espèce de leur naissance à leur mort, en passant par la reproduction. En fait, dans la nature, le cycle biologique, c'est qu'on va avoir un organisme vivant, ça peut être une plante, donc qui pousse, qui grandit, par la suite qui meurt, et là, il va avoir une décomposition, donc ça va amener des nutriments à la terre, et par la suite, il va y avoir des végétaux qui vont pousser. Donc, c'est un cycle. Et au niveau naturel, lorsque nous avons des individus qui vont mourir, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de pollution, si je peux m'exprimer ainsi, générée, parce que au niveau naturel, euh, le déchet ou le cadavre d'un individu devient la nourriture pour une autre espèce vivante. Alors, il y a un recyclage qui se fait naturellement au niveau de la biosphère. Il y a les facteurs écologiques qui peuvent aussi, euh, qui peuvent aussi avoir un impact sur les populations. Alors, on en distingue deux. Nous avons les facteurs qui sont biotiques, bio veut dire vivant, et les facteurs abiotiques du non-vivant. Ces facteurs-là, on va en énumérer quelques-uns. Les facteurs qui sont biotiques dus au vivant, alors c'est lorsque nous avons, par exemple, euh, entre espèces, des compétitions pour l'alimentation, des compétitions pour le territoire. Lorsqu'on a entre espèces euh, des espèces qui sont des proies pour certains prédateurs. Nous avons aussi la natalité, ça a le lien finalement avec le vivant et ça fait varier, en fait, ça peut faire varier la taille d'une population. Vous avez le parasitisme, par exemple, la présence humaine aussi qui peut nuire à certaines populations. Donc, nous avons les facteurs qui sont biotiques. Donc, c'est une interaction ces facteurs-là, lorsqu'on, par exemple, la taille est modifiée d'une population et qu'elle est modifiée par une interaction qui est du vivant, alors c'est des facteurs qui sont biotiques. À l'inverse, des facteurs abiotiques qui ne font pas référence au vivant, alors c'est tout ce qui est en lien avec, par exemple, la météo, lorsqu'on a des tornades, ça peut faire disparaître des individus d'une population. Même chose pour le verglas. Hein. Lorsqu'on avait eu le verglas au Québec, alors il y a des arbres qui ont cassé, qui ont brisé et ça a affaibli beaucoup la population. Ça peut être aussi la lumière du soleil, la température aussi, le vent, les incendies de forêt qui sont formés naturellement. Nous avons la quantité de neige aussi qui peut nuire si on n'a pas assez de neige pour certains végétaux. Donc, ça peut nuire à cette population-là. La salinité de l'eau, lorsqu'on pense par exemple à la mer, aux océans, aux cours d'eau en général. Le relief aussi, est-ce que c'est en altitude? Est-ce que c'est en basse altitude? La limpidité de l'eau. Donc, c'est des facteurs abiotiques qui peuvent jouer sur la taille d'une population. La croissance maintenant des populations, on en a parlé un petit peu tantôt, elle correspond à l'augmentation ou à la diminution de la taille d'une population. Et ça arrive de quelle façon? Avec les naissances et avec tout simplement les décès et aussi l'immigration et l'émigration. Donc, la croissance d'une population, si, par exemple, on a une population pour laquelle il y a plus de naissances et d'immigrants, que de décès et d'émigrants, elle sera donc positive. Si nous avons un nombre de naissances plus d'immigrants qui est égal au nombre de décès, donc de mortalité, et d'émigrants, donc de ceux qui partent, alors on va parler d'une croissance nulle pour cette population-là. Cette population va être stable. Si nous avons des naissances plus des immigrants
qui nous donne un nombre plus petit que les décès et les immigrants, nous avons donc une croissance qui est négative de cette population. Maintenant, comment peut survenir justement, comment peut varier la croissance d'une population, mais souvent elle est liée aussi avec la capacité limite du milieu. Donc, un territoire ou un milieu donné ne peut supporter qu'un nombre maximal d'individus. Alors, par exemple, si nous avons une superficie et qu'on retrouve plusieurs lapins sur plusieurs lièvres dans cette superficie, alors, ce qui peut arriver, donc il y a de la nourriture, hein, il y a des végétaux. Les lièvres peuvent se nourrir de ces végétaux. Alors, la capacité limite du milieu, bon, c'est qu'au début, s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de végétaux, alors les lièvres ont de la nourriture en très grande quantité, pourront manger à leur faim, pourront se reproduire, seront en meilleure santé. Et là, le nombre d'individus va augmenter, mais par le fait même, l'augmentation de la population, ça va demander donc ça va consommer une plus grande quantité de végétaux à ce moment-là. Donc, il va rester de moins en moins de végétaux. Et ce qui va arriver, la population tranquillement, donc les végétaux en nombre vont diminuer. Et par la suite, la taille des lièvres va commencer à diminuer elle aussi parce qu'il va avoir moins de nourriture. Alors, à ce moment-là, la capacité limite du milieu va avoir été atteinte lorsque le milieu n'est plus capable de nourrir la population. Ça veut dire que la capacité limite, elle est atteinte. Nous avons les facteurs limitants. C'est des facteurs écologiques qui vont influencer la taille des populations. Alors ça, c'est souvent c'est relié à la compétition, par exemple, sur un territoire. Donc, il va y avoir des espèces qui vont se battre pour la nourriture, pour le territoire, pour les ressources, pour l'espace, donc le territoire. On peut avoir aussi les maladies. Donc, ça va influencer ça aussi la taille. On sait qu'une maladie, ça peut faire mourir une très grande quantité d'individus. La propagation des parasites, la prédation, s'il y a des prédateurs qui mangent des proies, le stress aussi du milieu, les comportements agressifs. Donc, tout ça sont des facteurs qui influencent la taille et des populations. Donc, c'est les facteurs limitants, ce sont des facteurs écologiques qui vont influencer la taille d'une population. Lorsqu'on parle de population, lorsqu'on parle d'individus, alors on parle aussi de la dynamique des communautés. Alors ça, c'est l'ensemble des interactions entre les populations d'espèces différentes qui partagent le même habitat. Donc, sur un même territoire, on va voir différents types d'interactions entre les individus qui appartiennent à des populations différentes. On va aller voir un tableau. Donc, celui-ci, alors sur votre document, le tableau n'est pas décalé comme il n'a pas de faute non plus. Ça, c'est lorsque j'ai téléporté le tableau dans le programme du tableau du TBI. Alors, ça m'a donné ceci, puis je ne l'ai pas corrigé, je m'en excuse, mais sur votre document, c'est bien écrit. Alors, les interactions, on en a qui sont avantageuses pour l'un, hein, donc lorsqu'on a des espèces, donc pour, mettons, deux espèces différentes, donc ça va être avantageux pour l'un et nuisible pour l'autre. Alors, on a par exemple la prédation, lorsque nous avons un individu qui tue et dévore un autre individu. Donc, vous avez comme exemple le lynx, qui est le prédateur, qui se nourrit de lièvre, qui est la proie. Nous avons par la suite le parasitisme. Donc, les parasites, on a déjà entendu parler des parasites, on a les poux, on a les tiques, il y en a différents, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a une très grande variété. Les parasites, ça nuit à une espèce, ça rapporte à l'une. Alors, le parasite, c'est sûr qu'il n'a pas intérêt à tuer son hôte parce que c'est l'hôte qui le fait vivre, en fait. Alors, c'est un individu, par exemple, qui se nourrit, qui se développe aux dépens d'un autre.
et va l'agresser tout simplement, habituellement, sans le tuer, parce que c'est quand même sa source de nourriture. Un exemple de ça, vous avez la tique, qui est un parasite, qui va se fixer sur votre chien, par exemple, qui est l'hôte. Et on va avoir, donc il va se nourrir de son sang. On a un autre exemple aussi, vous avez le ver solitaire qu'on va retrouver dans les intestins, par exemple, qui n'aura pas tendance à faire disparaître son humain dans lequel il est, par exemple, mais son humain peut avoir des petits problèmes de santé s'il a le ver solitaire, par exemple. Nous avons les poux, ça non plus. C'est pas un parasite qui va nécessairement faire mourir son humain, là, si vous avez un humain qui a des poux. Par contre, c'est un peu incommodant. Et vous avez donc donc à chaque fois que nous avons un parasite avec son hôte, nous avons le parasitisme. Nous avons par la suite la compétition. La compétition des espèces qui se disputent une ou plusieurs ressources du milieu. Des exemples, dans un désert, on a des plantes qui rivalisent pour avoir de l'eau. Donc, elles vont utiliser donc différents moyens pour nuire à d'autres espèces pour conserver en fait le plus d'eau pour elles-mêmes. Maintenant, passons aux interactions qui sont avantageuses pour l'un et neutres donc pour l'autre. Ça ne dérange pas vraiment l'autre. Nous avons donc le commensalisme. Le commensalisme, nous avons un individu qui profite d'un autre sans lui nuire ni lui être utile. Un exemple, les mouettes qu'on retrouve par exemple dans près de certains restaurants ou dans certains parcs. Alors, on les appelle les commensaux. Ils vont manger les restes de nourriture, mais ça ne dérangera pas vraiment l'humain. Nous avons une fleur qui est l'orchidée, qui pousse sur une grande tige et qui fait plusieurs fleurs au bout de sa tige. Alors souvent, elle va utiliser un tronc d'arbre comme support, comme tuteur. Ça ne dérange pas l'arbre, puis ça aide à l'orchidée tout simplement. Alors c'est ça qu'on appelle les interactions avantageuses pour l'un et neutres pour l'autre. Ça ne dérange pas l'autre individu. L'autre interaction, c'est lorsqu'elle est avantageuse pour l'un et en même temps pour l'autre. Alors, nous avons la symbiose. Donc, les deux individus ont besoin de l'un de l'autre. Exemple, certaines bactéries, les symbiotes, qui aident à la digestion chez les mammifères, qui sont les hôtes. Donc, ici, ben, les bactéries sont là dans le système digestif, donc pour faciliter la digestion. Et les mammifères, ben, en fait, vont en bénéficier parce qu'ils n'auront pas de problème de digestion. Le champignon, par exemple, qui procure de l'eau à l'algue, et celle-ci qui procure aux champignons du glucose par le principe de la photosynthèse, c'est merveilleux. Donc, ils sont vraiment, ces deux individus, en symbiose, l'un par rapport à l'autre, parce qu'ils se font du bien mutuellement. Nous avons par la suite le mutualisme. Alors ici, c'est les deux individus qui retirent des bénéfices de leur coopération, encore une fois. Des exemples, nous avons les abeilles qui vont butiner le nectar et le pollen des fleurs pour se nourrir et assurent en même temps la pollinisation. Alors, les abeilles qui vont butiner le nectar et en butinant le nectar, donc c'est ce que la plante offre à l'abeille, elle lui offre quelque chose de bon à se mettre sous la dent, mais en fait à se mettre sous son dard. Et par le fait même, l'abeille va avoir plein de pollen et elle va favoriser la pollinisation de la plante. La plante va pouvoir se reproduire. Alors, ça aide aux deux finalement. Tout le monde est content dans cette interaction. Nous avons par la suite la notion de biodiversité. Ce qui est important sur la planète, c'est de conserver la biodiversité. Nous avons des scientifiques comme David Suzuki qui va le crier haut et fort. Et malheureusement, par le déboisement de la forêt tropicale, on fait disparaître énormément
de biodiversité, donc d'espèces animales et végétales. Alors, la biodiversité d'une communauté, ça correspond à sa diversité spécifique. Alors, on appelle ça sa richesse spécifique, ça veut dire le nombre d'espèces et aussi l'abondance relative. Donc, nous avons la richesse spécifique et l'abondance relative. L'abondance relative, en général, ce qui est relatif est en pourcentage, est exprimé en pourcentage. Donc, c'est beau d'avoir, oui, un certain nombre d'espèces pour la richesse spécifique, mais il faut quand même que pour un territoire donné, que ces espèces-là soient bien réparties. Alors, voyons des exemples. Nous avons deux communautés. La première communauté a une richesse spécifique, donc le nombre d'espèces, 4. Donc, nous avons les arbres A, B, C, D et l'abondance de chacun de ces arbres-là sur un territoire donné. Donc, supposons que j'ai l'espèce A qui peut être du bouleau. J'en ai 25 %. Ensuite, l'espèce B qui peut être des érables. J'en ai 25 % aussi sur le territoire. C qui peut être, par exemple, des épinettes. Alors, nous en avons 25 % et D, par exemple, qui peut être du pain. Donc, nous en avons 25 %. Alors, ce qu'on voit dans cette communauté-là, il y a un bon nombre d'espèces. En fait, il y en a 4. Mais surtout la répartition, hein, l'abondance relative, c'est assez équitable pour chacune des espèces. Alors, on peut dire que c'est quand même une bonne biodiversité. Si on compare à l'autre communauté, ici la communauté 2, qui a la même richesse spécifique. Donc, nous avons sur un territoire donné les mêmes arbres, donc le bouleau par exemple, mais nous en avons de cette espèce 15 %. Pour l'espèce B, nous en avons 70 %. Voyez-vous, là, c'est vraiment l'écart entre les deux. Il est assez marqué. En fait, lorsque nous avons 4 espèces, comme ici, on devrait avoir, on prend 100 % qu'on divise par le nombre d'espèces, donc qui est 4. On devrait avoir une abondance relative autour du 20 %, là, 25 % comme on a vu pour la communauté 2. Mais on remarque ici que ce n'est pas le cas. Alors, si on nous pose comme question, quelle communauté a la meilleure biodiversité? Alors, c'est la communauté 1 parce que, bon, on ne peut pas dire que une ou l'autre a un nombre d'espèces qui est inférieur à l'autre parce que les deux communautés ont la même quantité d'espèces. Elles en ont 4. Par contre, c'est l'abondance relative qui fait le problème. Pour la communauté 2, alors on n'a pas une abondance relative répartie de façon uniforme. Alors c'est pour cette raison que la biodiversité, donc l'espèce qui a la meilleure biodiversité, c'est la communauté 1. On peut retourner la voir. Alors la communauté 1, c'est celle qui a la meilleure biodiversité. Par la suite, allons voir un exemple ici avec une illustration. Alors ici, les feuilles, ça peut représenter une espèce d'arbre. Alors les rouges, ça peut être, je ne sais pas moi, du peuplier. Les jaunes, ça peut être du bouleau, etc. Alors on voit pour les deux écosystèmes, pour les deux communautés, on voit un nombre d'espèces en fait ici qui est de 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 variétés. Hein, c'est ça. Donc, nous avons du jaune, du rouge, du mauve, du vert. Donc, on pourrait dire 4 espèces. Et pour l'autre écosystème, on revoit les mêmes espèces. Hein, 1, 2, 3, 4. Donc, 4 espèces. Au niveau de la richesse spécifique, quand même, nous avons 4 espèces. Mais il y a un problème au niveau de l'abondance relative. On voit ici que la répartition, si on regarde dans l'ensemble, il y a un petit peu trop d'espèces jaunes,
au détriment des autres espèces comme le vert, le rouge. Alors qu'ici, nous avons 3 espèces jaunes, 3 espèces verts, 3 espèces violet, mauve et 3 espèces rouges. Donc, on peut voir que la répartition, elle est plus uniforme au niveau de la taille de chacune de ces espèces. Donc, juste à l'œil, ici, l'écosystème A, c'est la meilleure biodiversité. Oups, la meilleure biodiversité. Si on avait à justifier, on pourrait tout simplement calculer pour chacune de ces espèces l'abondance relative. Donc, l'espèce jaune, nous en avons ici pour l'écosystème A 3 sur le total qui est, ici, si on compte tous les individus, 4, 8, 12. Alors, on se ramène sur 100, un peu comme les notes que vous avez dans les examens. Si vous avez un examen pour lequel vous avez 3 sur 12, on se ramène sur 100. Donc, on peut calculer l'abondance relative de chaque espèce. Même chose pour la rouge, mais ici, on a 3 sur 12 pour chacune des espèces. Pour l'écosystème B, on procéderait de la même façon. Donc, l'abondance relative pour l'espèce jaune, alors nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 individus sur le total, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, on se ramène sur 100 et on calcule en fait les abondances relatives de cette manière. Et lorsque nous avons un certain nombre d'espèces comme ici 4, alors on devrait retrouver une bonne répartition, environ 100 divisé par 4, donc un 25% pour chacune des espèces. On va voir qu'avec l'écosystème B, nous n'avons pas ça. Allons pratiquer avec des exemples ici. Alors, j'ai une communauté, la première communauté ou le premier écosystème. Donc, et il y en a une deuxième, donc la communauté 1 et la communauté qui est un petit peu plus basse, la communauté qui est 2. Alors, nous allons vérifier parmi ces deux communautés laquelle a la meilleure biodiversité. En fait, au niveau des espèces, nous avons le même nombre d'espèces. Donc, pour ce qui est de la richesse spécifique, donc la richesse spécifique, nous avons donc, pour les deux communautés, 4 espèces. Ça va. Donc, c'est comparable. Ces espèces, ben, on les voit ici sur l'illustration. Nous avons comme le caribou, on a par exemple du pin, on peut avoir de l'érable. Oups, c'est pas 3 espèces, pardon. Oups, c'est 3 espèces. Alors, nous avons 3 espèces. On a les caribous. On peut avoir par exemple les pins, les érables. Donc, on les a énumérés ici, l'espèce A, B et C. Par la suite, pour l'abondance relative, alors le total des individus ici, ça nous donne 14 individus au total. Alors, pour l'espèce A, si on veut connaître l'abondance relative, donc si on a besoin de justifier, par exemple, on justifie mathématiquement en calculant l'abondance relative. Pour l'espèce A, nous avons 7 individus qui se retrouvent parmi 14. Alors, on se ramène sur 100. Je vais vous laisser faire le calcul. Nous allons retrouver une abondance relative pour l'espèce A de 50%. Donc, on le voit à l'œil, il y en a 7 sur 14. Alors, ça correspond à 50%. B, l'espèce B, nous avons 4 individus sur 14. Alors, on se ramène sur 100. Ça va nous donner une abondance relative qui est égale à 29%. Lorsque vous allez additionner les abondances relatives, ça va donner 100%. On pourrait déduire tout de suite l'abondance relative de la C ou bien la calculer aussi. Donc, nous avons 3 individus sur 14. Alors, sur 100, c'est plus facile de comparer sur 100.
nous arrivons à 21%. Si on additionne chacune des abondances relatives, ça donne 100%. Alors, ce qu'on devrait retrouver, étant donné que nous avons 3 espèces, on devrait retrouver, 100 divisé par 3, ça va donner autour de 30%, 33%. On devrait retrouver une répartition environ de 30% pour chacune des espèces. Ce n'est pas le cas. On a une qui est vraiment à 50%, les deux autres au niveau du 20%. Celle-ci, elle se rapproche pas mal du 30%. Mais allons voir la deuxième communauté. Est-ce que la deuxième communauté va avoir une meilleure biodiversité? Alors, pour la richesse spécifique, nous avons quand même 3 espèces. Donc, même chose que pour la communauté 1. Alors, calculons l'abondance relative pour chacune des espèces. Nous avons les mêmes espèces. Alors, la A, nous avons pour les individus, cette fois-ci, nous avons au total 17 individus. Alors, on en retrouve 4 sur 17. On se ramène sur 100. Nous allons retrouver une abondance relative de 24%. Ensuite, pour l'espèce B, les individus qu'on retrouve sur le territoire sont au nombre de 8. Ils sont sur le total qui est 17. Alors, on se ramène sur 100. Ce qui va nous donner un 47%, qui est quand même mieux qu'un 50%, ce qu'on a retrouvé tantôt dans la communauté 1. Pour l'espèce C, nous avons 5 individus sur 17. Alors, il faut vraiment prendre le temps de calculer l'abondance relative si on vous demandait de justifier, par exemple. Nous avons un 29%. Alors, si on compare avec la communauté 1, nous avons une richesse, la même richesse spécifique. Par contre, l'abondance relative est différente. Elle est un peu mieux pour cette communauté. Donc, on est plus près de la trentaine. C'est mieux réparti. Rappelez-vous, tantôt, dans la communauté 1, on avait un 50%. Donc, qui était plus éloigné du 33%. Alors, la meilleure biodiversité, c'est la communauté. Donc, la meilleure biodiversité à ce moment-là, c'est la communauté 2 qui la possède. Alors, c'est la communauté 2. Et voilà. Allons voir maintenant la dynamique des écosystèmes. On va parler de chaîne alimentaire, la relation trophique qui existe entre les individus d'une communauté. Donc, ça correspond aux échanges de matière, d'énergie entre une communauté d'organismes vivants et son milieu. Les relations prédateurs-proies sont essentielles à la survie de toutes les espèces d'un écosystème. On les appelle les relations trophiques et on les représente sous la forme d'une chaîne alimentaire. Dans les écosystèmes, les organismes appartiennent à l'un des niveaux trophiques suivants. Puis on va aller voir des exemples. Oups. Alors, nous avons, premièrement, les producteurs dans la chaîne alimentaire. Ces producteurs-là, en fait, c'est les végétaux. Alors, les végétaux, avec la photosynthèse, vont croître, vont pousser, vont accumuler beaucoup, beaucoup d'énergie qui vient du soleil. Donc, on sait que les plantes ont besoin du soleil pour croître, pour augmenter leur population. Alors, par la photosynthèse, ces plantes-là ne peuvent pas marcher pour chasser, pour aller se nourrir. Donc, elles procèdent par la photosynthèse. On a déjà vu l'équation qui représente la réaction de photosynthèse. Et on a par le fait même que la plante produit son sucre pour s'alimenter et elle libère de l'oxygène. Cette plante-là a capté et a utilisé, est une grande source d'énergie. En fait, tous les espèces vivantes dépendent de l'énergie du soleil. En fait, la vie sur Terre vient du soleil. Si on enlève cette source d'énergie-là, il n'y aura plus de vie sur la planète Terre. Alors, les plantes en consomment lors de la photosynthèse de cette énergie-là et l'utilisent en grande quantité.
Donc, il n'y a pas beaucoup de pertes. Une plante ne perdra pas beaucoup d'énergie. Lorsqu'on parle, par exemple, du flux de l'énergie, elle ne perdra pas beaucoup d'énergie pour tenir, pour maintenir sa température corporelle, si on peut dire. Nous avons aussi comme producteurs les algues, qui sont des plantes qu'on retrouve dans l'eau. Nous avons le phytoplancton. Phyto vient de plantes, donc on retrouve aussi au niveau, par exemple, des océans. On les qualifie d'organismes aussi qui sont autotrophes. Ça veut dire qu'ils produisent eux autres mêmes leur nourriture, donc par la photosynthèse. Alors, nous avons dans la chaîne alimentaire les producteurs. Nous avons aussi dans la chaîne alimentaire les consommateurs. Les consommateurs, ce sont des organismes hétérotrophes. Alors, eux autres, ils ne produisent pas leur propre nourriture. Ils se nourrissent plutôt de d'autres organismes vivants. On n'a qu'à penser, par exemple, aux consommateurs primaires. Ce sont ceux qui vont se nourrir des plantes, donc des producteurs. Alors, les herbivores vont manger des plantes. Alors, on les appelle les consommateurs primaires. Dans la chaîne alimentaire, lorsqu'on a un lièvre, par exemple, qui mange du trèfle, le trèfle, c'est le producteur, hein, et le lièvre, c'est l'herbivore. Nous avons par la suite les consommateurs qui sont secondaires. C'est ceux qui vont se nourrir d'herbivores. Alors, par exemple, je ne sais pas, je donne le loup qui va se nourrir de lièvre. Alors, il va être un consommateur secondaire. Les autres consommateurs qui vont être considérés comme des consommateurs tertiaires. Donc, un individu, une espèce qui va se nourrir, par exemple, d'une espèce qui est carnivore, nous allons parler de consommation tertiaire. Donc, c'est les relations qu'on va retrouver dans un réseau trophique, là, dans une chaîne alimentaire. Nous avons aussi les décomposeurs qu'on retrouve. Hein? Alors, au niveau de la nature, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout est, en fait, le déchet, un déchet devient une nourriture pour un autre ou un potentiel pour un autre individu. Alors, les décomposeurs ont un très grand rôle à jouer. Ce sont tous les organismes tels que les champignons, les vers de terre, les bactéries, qui vont se nourrir de la matière organique qui est morte, qui vont la décomposer et en la décomposant, ça va nous faire des nutriments pour alimenter, par exemple, les plantes. Alors, il n'y a rien qui est dans la nature qui est gaspillé. Alors, si on a un individu, on va aller le voir par les chaînes alimentaires. On va les expliquer, les chaînes alimentaires. Ça représente les relations trophiques entre différents organismes. Alors, une première chaîne alimentaire ici, qui est toute petite en passant. Une flèche qui est importante, on la voit dans le bas de cette chaîne alimentaire, qui dit qui dit la chose suivante, est mangé par. Donc, retenez ça. Normalement, par la logique, on retrouve ça facilement. Ou est utilisé par. Ça peut être aussi est transformé par. Donc, est utilisé ou transformé par. Alors, allons voir. Ici, nous avons les producteurs, une plante, dans cette chaîne alimentaire. Et la flèche ici, vers le mouton, ça veut dire que la plante est mangée par le mouton. Alors, la flèche va vers l'espèce qui mange la plante. Donc, retenez, donc, c'est pas une flèche de cette manière-là qu'on va retrouver, parce que là, ça voudrait dire que le mouton est mangé par la plante et c'est pas le cas. Donc, faites attention. Ensuite, dans cette chaîne alimentaire-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, on retrouve, non, c'est pas le ver de terre qui va aller manger le mouton. Mais le ver de terre, lorsque le mouton, dans sa mort, lorsqu'il va mourir, le ver de terre va servir, par exemple, pour la décomposition de cette carcasse. Et le ver de terre, lui, ce qu'il va faire, en fait, lui non plus, là, il n'est pas mangé par la plante, mais il est utilisé donc par la plante.
La plante, elle va s'en servir, elle va se servir finalement des nutriments que lui va apporter à la terre dans laquelle la plante se retrouve. La plante va croître, elle va pouvoir devenir de plus en plus grande et à son tour, elle sera mangée et ainsi de suite. Le cycle de la vie, là, c'est perpétuel, hein. Au niveau naturel aussi, il n'y a rien qui se perd. Tout, tout va être utilisé, recyclé. On s'en va dans une deuxième chaîne alimentaire. Alors ici, nous avons le loup qui est carnivore, alors qui est le lapin ici, ben, le lièvre qui est un herbivore. Alors dans cette chaîne-là, ce serait un consommateur, le loup serait en fait un consommateur secondaire parce qu'il mange, ben, en fait, ce serait c'est ça, un consommateur secondaire parce que en fait, le primaire, ce serait un consommateur, ben oui, il pourrait être primaire parce qu'il mange un herbivore. Donc ici, le loup pourrait être considéré comme consommateur primaire parce qu'il mange un herbivore. La plante ici, hein, qui est un producteur, cette plante-là, elle est mangée par l'herbivore. Ensuite, ici, la flèche, ça ne veut pas dire que le loup est mangé par les os, c'est lorsque il est mort, donc à sa mort, on va retrouver des ossements, et par la suite, les décomposeurs, les vers, les champignons, etc., vont faire des nutriments pour la plante qui va les utiliser. Le soleil ici, c'est pour nous dire que tout simplement, le soleil, le flux de l'énergie, en fait, va en grande quantité pour les producteurs, pour les végétaux. En fait, ils utilisent énormément, une très, très bonne quantité d'énergie. Il y a très peu de perte d'énergie. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on va dire dans une chaîne alimentaire, c'est, supposons, l'humain, hein, si nous avons l'humain dans une chaîne alimentaire, que nous avons par la suite, bon, des végétaux, des petits végétaux, je vais les faire comme ça, c'est pas seulement des fleurs que nous avons, là. Et supposons que nous avons une vache, ça c'est ma vache, elle n'est pas vraiment élégante, mais bon, c'est ma vache. Alors la vache, ici, elle peut manger le végétal, donc le végétal, le producteur va être mangé par la vache, et par la suite, la vache va être mangée par l'humain. Nous avons le soleil, ici le flux de l'énergie. La plante, elle va utiliser une grande quantité pour la photosynthèse. Et il va y avoir très peu de perte d'énergie à ce niveau-là trophique. Par contre, à un niveau trophique supérieur, la vache va consommer, le producteur va manger la plante. Donc, elle mange en fait une partie aussi de l'énergie qui vient du soleil, puisque la plante l'a utilisé, cette énergie. Mais la vache va pas beaucoup utiliser d'énergie. En fait, c'est à peu près à chaque niveau trophique, il y a à peu près 10% d'énergie qui est transférée, pas plus. Le reste de l'énergie est perdu en chaleur. Donc, la vache doit maintenir environ à 38 degrés Celsius sa température corporelle. Alors, il y a beaucoup de cette énergie-là du soleil, en fait, qui va être perdue en chaleur par les herbivores, par exemple. Et l'humain, lui, s'il consomme la vache, ben voyez-vous, il y a encore plus d'énergie qui va être perdue parce que l'humain, il va avoir un certain transfert d'énergie de la vache vers l'humain, mais l'humain, lui aussi, va avoir une grande perte d'énergie pour maintenir sa température corporelle à 37 degrés Celsius, donc pour se tenir en vie. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est mieux c'est moins, ça fait moins de perte d'énergie lorsque l'humain, par exemple, va consommer directement les végétaux au lieu de passer par un intermédiaire qui est la vache. En fait, avant d'arriver, juste comme exemple, avant d'arriver à notre assiette, lorsque vous avez euh, du bœuf, donc avant d'arriver dans notre assiette, un bœuf, là, il a besoin de boire, il a besoin de manger aussi du foin, des céréales. Alors, la culture du foin, des céréales, va demander quand même
beaucoup d'eau. Et comme exemple, dans notre assiette, supposons c'est l'assiette, un petit steak de 75 grammes, qui est une portion normale, là. Ben, ce petit steak-là de bœuf va avoir utilisé quand même, c'est beaucoup, là, 1000 litres d'eau. Donc, dans tout le processus, là, lorsque le petit 75 grammes de steak arrive dans votre assiette, le processus va avoir demandé environ 1000 litres d'eau. Euh, Puis malheureusement, là, il y a seule une faible partie de l'énergie consommée par un bœuf qui va nous être transférée lorsque nous mangeons ce petit 75 grammes-là de steak. Donc, soit juste environ 10 comme je l'ai mentionné tantôt, d'un réseau trophique à l'autre, d'un niveau trophique à l'autre. Si on mange le bœuf, il y a à peu près juste 10 de l'énergie qui va être transférée. Le reste va être perdu en chaleur. Donc, ainsi, en remplaçant quelques repas de viande dans une semaine par des repas à base de végétaux, euh, on devient à ce moment-là des consommateurs de premier ordre. Alors, nous pouvons contribuer à ce moment-là à réduire l'utilisation de l'eau potable et à augmenter la quantité d'énergie emmagasinée par les végétaux qui parvient jusqu'à nous. Donc, c'est un peu favorable, c'est un peu plus favorable pour la planète. Ça laisse une moins grande empreinte écologique à la planète. Euh, de toute façon, avec l'augmentation de la population mondiale, on devra avoir de plus en plus de végétariens sur la planète. D'ailleurs, M. Hubert-Reeve a déjà dit en entrevue à un journaliste que la seule façon de sauver la planète instantanément, de faire une différence au niveau de l'empreinte écologique et de tout, c'est de manger des végétaux, que les humains mangent du végétal plus que de l'animal, donc en fait de devenir végétarien. Nous avons une autre chaîne alimentaire. Alors, qu'est-ce qui peut être lié à la chaîne alimentaire? C'est par exemple si on fait disparaître par un déversement de produits toxiques dans la nature, si on fait disparaître une espèce. Donc ici, par exemple, si je fais disparaître la grenouille, quel est l'impact que cela peut avoir au niveau de cette chaîne alimentaire-là? Eh bien, nous avons quand même le faucon ici qui se nourrit, ben une rapace qui se nourrit de grenouilles. Donc, la grenouille est mangée par la rapace. Et nous avons aussi la sauterelle qui est mangée par la rapace. Alors, si on a un produit dangereux qui fait disparaître la grenouille, alors dans la chaîne alimentaire, qu'est-ce qui va arriver? Alors, il va y avoir plus de sauterelles qui vont se faire manger. Alors, la population de sauterelles va diminuer. Mais par le fait même, ce qui va arriver aussi, c'est que la sauterelle, elle mange des végétaux. Alors, la population des végétaux va augmenter parce que les végétaux vont être moins mangés par les sauterelles. Parce qu'il va en avoir de moins en moins de sauterelles parce que la rapace va en manger de plus en plus. Est-ce que ça va vraiment nuire à la rapace? Pas vraiment, parce que la rapace avait quand même deux sources de nourriture. Elle avait la sauterelle et la grenouille. Donc, ça ne nuira pas vraiment à la rapace. Donc, dans les formulations de questions, soit d'exercice ou d'examen, c'est d'être capable de justifier qu'est-ce qui va arriver avec les différentes espèces dans cette chaîne alimentaire-là. Est-ce qu'elles vont diminuer? Est-ce que ça va les affecter beaucoup? En même temps aussi, à long terme, ce qu'on peut avoir, étant donné qu'il va y avoir de plus en plus de végétaux, on peut avoir à un moment donné que même si la rapace mange un peu plus de sauterelles, étant donné que les végétaux vont avoir le temps de se multiplier, parce qu'ils vont être moins mangés par la sauterelle, ben ils vont en avoir de plus en plus. Donc, les sauterelles vont pouvoir reprendre le dessus, le nombre de sauterelles va pouvoir augmenter de nouveau. Donc, et ainsi de suite. Nous avons par la suite, dernier segment de l'univers vivant euh, en écologie, nous avons l'empreinte écologique qui est du STE. Ça correspond tout simplement à la surface terrestre et aquatique totale nécessaire à un individu, à une population, à un pays pour soutenir son mode de vie.
Donc, l'empreinte écologique, ça se calcule de la façon suivante. En fait, on peut calculer l'empreinte écologique d'un individu. On peut calculer l'empreinte écologique aussi d'une population, euh, d'une ville, d'un peuple, d'un pays. Donc, on peut calculer l'empreinte écologique de la façon suivante. Si on connaît la surface utilisée de cette population-là pour s'alimenter, pour s'habiter, donc pour habiter les habitats, pour jeter ses déchets, etc. Donc, si on connaît toutes ces surfaces-là, on peut calculer l'empreinte écologique. Ici, c'est une carte qui nous montre l'empreinte écologique sur la planète. Alors, nous avons, ça date de 2008. Alors, c'est le nombre d'hectares par habitant. Donc, un habitant, par exemple, de l'Amérique ici, nous avons qu'il a besoin par habitant entre 5 à 8 hectares pour subvenir à tous ses besoins en alimentation, en eau, en dépotoir, etc. Oups, juste avant, on voit que les pays qui sont en voie de développement ont une empreinte écologique inférieure que ceux qui sont développés. Donc, on peut voir, par exemple, au niveau Afrique, on a même des régions qui ont moins de 1 hectare par habitant et ça se situe entre 1 et 2 comme empreinte biologique. Allons en calculer une. Donc, l'empreinte biologique, ici, nous avons une famille de paysans indiens qui est composée de 6 personnes. Alors, ce qu'ils vont utiliser de la terre, eux, nous avons 1,4 hectare qui est utilisé pour le maïs. Donc, eux autres, ils se nourrissent de maïs. Ensuite, les 6 ont besoin aussi de se nourrir d'arachides. Ils en utilisent 1,2 hectare. Ils ont aussi des bananes, donc 1, qui occupe une superficie de 1,5 hectare. La superficie pourrait être aussi en kilomètres carrés ou peu importe. Nous avons aussi un jardin qui occupe 0,3 hectare. Ils ont aussi une maison avec un terrain qui occupe 0,2 hectare. Et au bout de leur terre, ils ont un dépotoir qui occupe 0,2 hectare. Et ils ont aussi des chèvres qui vont se retrouver, il y en a 6 qui vont se retrouver parmi un troupeau du village qui est composé de 24 chèvres. Et ces 24 chèvres-là occupent 12 hectares. Alors, comme ces paysans ont seulement 6 chèvres, alors c'est pas 12 hectares que ces 6 chèvres-là utilisent. On va faire une proportion, une petite règle de 3 pour calculer le nombre d'hectares. Donc, nous avons 6 chèvres qui vont utiliser un certain nombre d'hectares que nous allons calculer. Mais on sait que les 24, au total, les 24 chèvres du village, occupent une superficie de 12 hectares. Alors, il suffit tout simplement de mettre les hectares avec les hectares, les chèvres avec les chèvres. Si vous effectuez le calcul, vous arrivez à une valeur de 3 hectares. Je vous laisse faire le calcul. 6 chèvres fois 12 hectares divisé par 24 chèvres, vous arrivez à 3 hectares. Alors, on va les additionner. Voici toute la superficie. Ça nous donne un total qui est égal à 8,4 hectares. Et si on veut connaître l'empreinte écologique de chacun des individus, nous allons diviser cette superficie par le nombre d'individus. Donc, ça va nous donner des hectares par individu, donc par personne, ce qui va correspondre à une empreinte écologique qui est quand même réaliste au niveau de l'Inde. Et voilà, de 1,4 hectares par personne, juste pour vous donner une idée. Ici au Canada, ben, en gros, la moyenne, l'empreinte écologique moyenne de la planète, donc mondiale, l'empreinte écologique mondiale, si on se compare, elle est de environ égale à
2,7 environ, 2,7 hectares par personne. Juste pour donner une idée, au Canada, on la dépasse environ de 2,4 fois. Au Canada, notre empreinte écologique, elle est de 6,43, notre empreinte moyenne, hectares par habitant. Ça veut dire que les habitants du Canada ont besoin de 6,43 hectares pour répondre à leurs besoins. Donc, qui est, comme je le mentionnais tantôt, qui est environ 2,4 fois plus grande. Alors, plus le pays est développé, plus il laisse son empreinte au niveau de la planète. Donc, plus de dommages aussi qui suivent, cette, qui suivent ça. Alors, ça termine la théorie pour l'univers vivant, le volet écologie.